Il a écrit que ses propres enfants n'auraient rien. Elle a vu son fils lui faire un procès à cause d'un livre. 12 stars françaises rongées par les secrets de leur propre famille. Douchy, Loiret, été du 1023. Dans la propriété la plus célèbre du cinéma français, la police vient de passer, non pas pour un tournage, pour une perquisition. Les 3 enfants d'Alain Delon viennent de déposer plainte contre la femme qui partage la vie de leur père depuis des années, Hiromi Rollin. Harcèlement moral, courriers interceptés, maltraitance d'un chien. Elle nie tout et porte plainte à son tour. Le procureur de Montargis ouvre une enquête préliminaire. Les médias comptent les armes saisies lors de la perquisition. Des dizaines, collectionnées toute une vie, légales pour l'essentiel. Mais l'image est là. Le héros du Guépard vit ses derniers mois dans une maison en état de siège. Alain Delon a 87 ans. Il a survécu à un accident vasculaire et la dernière guerre de sa vie se joue chez lui, entre ses enfants et sa dame de compagnie. Pour des millions de spectateurs, il reste l'homme de plein soleil, de Rocco et ses frères, du samouraï, de la piscine, de Borsalino. Pourtant, le départ ne ressemble à rien de tout cela. Parents divorcés quand il a 4 ans, famille d'accueil, pensionnat, la marine à 17 ans, l'Indochine, puis la Croisette, où un producteur repère un jeune démobilisé au visage impossible. Le futur père d'une famille en guerre avait lui-même grandi sans maison stable. Le César du meilleur acteur pour notre histoire. Il y a dans sa légende une page noire, documentée et jamais refermée. En 68, son garde du corps et ami, Stéphane Markovitch, est retrouvé mort dans une décharge publique. Delon est entendu par la justice, jamais mis en cause. L'affaire n'a jamais été résolue. Elle a nourri des décennies de rumeurs. Des rumeurs justement, pas des faits, et ce film les laisse à leur place. Une palme d'honneur à Cannes. En 2019, une pétition internationale avait tenté d'empêcher cette palme. Il est monté sur la scène du palais quand même, les larmes aux yeux, et la France du cinéma s'est levée. La même année, l'accident vasculaire le terrasse. C'est le début de la fin publique. Le masque le plus reconnu du cinéma européen. Visconti l'a fait prince dans Le Guépard et ouvrier dans Rocco. Melville en a fait le tueur le plus froid du cinéma français. Il produisait lui-même ses films dès 64. Le beau visage était aussi un patron. Et il y a eu Mireille d'Arc, 15 ans de vie commune et une amitié qui a survécu à la séparation. Mais dans la maison de Douchy, ce n'est plus un acteur. C'est un père vieillissant, une fortune, un nom. Et autour de lui, tout le monde s'arme d'avocats. Janvier 2024. Delon porte plainte contre son propre fils, Anthony, après une interview accordée à Paris Match. Un père contre son fils, un fils contre la compagne de son père, la compagne contre les enfants. Les plaintes volent dans tous les sens, les magazines comptent les coups. Et voici ce que les gros titres ont dit moins fort. Le procureur a classé les plaintes des 2 camps. Insuffisamment caractérisée, d'un côté comme de l'autre. La guerre n'a pas eu de vainqueur juridique. Elle a eu un prix. Au printemps, la justice place Alain Delon sous protection renforcée. L'homme qui avait incarné tous les justiciers solitaires de France finit sous tutelle de l'État, pendant que les siens se déchirent dans la presse. Hiromi Rollin est évincée de Douchy. Elle dira plus tard qu'on lui a refusé un dernier adieu. Le 18 août 2024, Alain Delon meurt dans sa propriété, à 88 ans. Ses 3 enfants sont là. Les hommages pleuvent du monde entier. Le président de la République parle d'un monument français. Les obsèques ont lieu à Douchy, loin des caméras, avec des centaines de fans massés derrière les grilles. Il avait fait part de sa dernière volonté la plus discutée, que son chien Loubo soit endormi pour reposer avec lui dans le cimetière de chiens de Douchy où dormaient déjà des dizaines de ses compagnons. Sa famille a refusé. Loubo lui a survécu. Il y avait aussi Harry Boulogne, qui affirmait être son fils et que Delon n'a jamais reconnu. Il est mort 1 an avant lui, dans l'indifférence presque générale. L'homme qui jouait les loups solitaires est mort entouré. Mais d'une famille qui se parlait par communiqué d'avocats interposés. Delon a vécu sa guerre de famille devant la France entière. Yves Montand, lui, c'est 6 ans après sa mort que la sienne a commencé. Et elle a commencé dans un cimetière,
à 6 heures du matin. 11 mars 1998, cimetière du Père-Lachaise, Paris. Il est 6 heures du matin quand les agents ouvrent une tombe. Presque 7 ans après sa mort, on exhume le corps d'Yves Montand. Pas pour un crime, pour un test ADN. Une jeune femme affirme être sa fille, et la justice veut une réponse que l'intéressé a refusé de donner de son vivant. Yves Montand, c'est d'abord Ivo Livy, un enfant toscan arrivé en France par les routes de l'immigration. Le music-hall, les tournées, puis Piaf qui le lance devant Paris en 1944. Puis Simone Signoret, le couple mythique, 30 ans de mariage, l'affaire avec Marilyn Monroe sur le tournage de Let's Make Love que la France entière a suivi et que Signoret a traversé avec une élégance devenue légendaire. Derrière le rideau de fer, il était une religion. Ses tournées soviétiques remplissaient des stades entiers. En 1959, Hollywood lui ferme un temps la porte. Le visa américain refusé pour ses idées. Il faudra des pressions venues de très haut pour que les studios le laissent tourner. Les Feuilles mortes restent à ce jour l'une des chansons françaises les plus reprises de l'histoire. L'Aveu, Z, César et Rosalie et le triomphe tardif de Jean de Florette. En 88, naît Valentin, son fils avec Carole Amiel. À 67 ans, il proclame dans toutes les interviews sa joie d'être père pour la première fois. Il meurt 3 ans plus tard, en plein tournage, et son dernier film sortira achevé sans lui. Jean de Florette et Manon des Sources l'avaient rendu à une nouvelle génération, à 65 ans passés. Le grand-père Papet était devenu aussi célèbre que l'amant de Piaf. Le 9 novembre 91, il meurt à 70 ans. Fin de l'histoire? Non. Début des procès. Le refus du test de son vivant était son droit le plus strict. La loi, elle, lui a survécu. Anne Drossart, comédienne, affirme avoir vécu une liaison avec lui au milieu des années 70. Sa fille Aurore naît le 6 octobre 75. En 89, elle engage une action en recherche de paternité. Le tribunal demande une analyse de sang. Montand refuse. De son vivant, il ne donnera jamais une goutte de sang. En 94, 3 ans après sa mort, la justice tranche pourtant. Aurore est sa fille. Mais la famille, sa veuve Carole Amiel et sa belle-fille Catherine Allégret refusent ce verdict et obtient l'exhumation. 3 laboratoires indépendants travaillent sur les prélèvements faits ce matin-là au Père-Lachaise. Et les 3 rendent la même conclusion. Ivo Livy, dit Yves Montand, ne peut pas être le père d'Aurore Drossart. La justice avait dit oui, la science a dit non. Une femme garde un nom que la loi lui a donné et que les gènes lui ont repris. Et l'affaire reste à ce jour l'une des sagas posthumes les plus étranges de France. Et ce n'est pas la seule guerre posthume de cette famille. En 2004, Catherine Allégret, la fille de Simone Signoret, publie Un monde à l'envers. Elle y accuse Montand, son beau-père, d'abus dans son enfance. C'est son récit publié de son vivant à elle et après la mort de lui, une accusation, pas un jugement, et le fils de Montand, Valentin, l'a publiquement contesté. 2 vérités d'une même famille, une tombe ouverte devant la France. Chez les Montand, même la mort n'a pas clôturé les débats. Quand Simone meurt en 85, c'est lui qui annonce la nouvelle, la voix cassée. Le couple mythique n'aura duré qu'une vie. Les dossiers, eux, ont survécu à tout le monde. Montand a été jugé par les siens après sa mort. Brigitte Bardot, elle, a été attaquée par le sien de son vivant, à cause d'un livre qu'elle avait elle-même écrit. Automne 1996. Dans les librairies sort un livre aux initiales rouges, Les Mémoires de Brigitte Bardot. Avant même sa sortie, un homme demande à la justice d'en interdire des passages. Cet homme est son propre fils. Nicolas naît en 60, du mariage de Bardot avec Jacques Charrier. Le divorce vient vite, l'enfant grandit chez ses grands-parents paternels, loin de la madrague. Elle l'a expliqué dans ce même livre, sans se chercher d'excuses. Elle n'avait pas de racines à offrir, elle ne savait pas être une mère. Le fils a grandi entre Versailles et la Norvège, avec un nom de trop et une mère sur tous les murs. Bardot l'écrira elle-même plus tard. Elle n'était pas faite pour être mère, elle était déracinée,
déséquilibrée, perdue dans ce monde de fous. Des mots durs, mais assumés. Dans le livre, elle va plus loin. Cette grossesse, elle l'appelle l'objet de son malheur, et elle écrit la phrase que la France ne lui a jamais pardonnée, qu'elle aurait préféré mettre au monde un petit chien. Nicolas et son père attaquent pour protéger la vie privée du fils. Ils perdent l'essentiel. Le livre sort tel quel. Pourtant, rien de tout cela n'était écrit dans les étoiles. Et Dieu créa la femme, en 56, avait fait d'elle la femme la plus photographiée de la planète. Le mépris, de Godard, reste l'un des sommets du cinéma. À 18 ans, elle avait épousé Roger Vadim. Il y eut ensuite les mariages éclairs et les millions de roses jetés sur la Madrague depuis l'hélicoptère de Günther Sachs. En 60, Clouzot lui offre La Vérité, le procès d'une femme jugée pour sa liberté. Elle jouait, en filigrane, sa propre vie. Et puis en 73, à 39 ans, au sommet de la gloire, elle arrête tout. Le cinéma ne la reverra jamais. 4 mariages, des dizaines de films, un seul engagement tenu jusqu'au bout. Les animaux. À la place, la Madrague, les chiens, les chevaux, la fondation qui porte son nom et qui emploie aujourd'hui des dizaines de salariés pour les animaux. Pour la créer, en 86, elle a vendu ses bijoux aux enchères, les diamants des années de gloire contre des refuges et des dispensaires. Mère et fils se voient peu, pendant des décennies. Puis, très tard, quelque chose bouge, un rapprochement prudent, documenté par les interviews de ces dernières années. En 2018, les magazines publient leurs retrouvailles à Saint-Tropez, la première photo de mère et fils ensemble depuis des décennies. Elle avait tout raconté dans son livre, y compris les nuits les plus sombres. Les tentatives de suicide, elle les a écrites elle-même, sans détour. Et elle lui fait une promesse, rapportée par la presse, ne plus jamais parler de lui en public. La femme qui avait tout dit s'engage à se taire. C'est le seul contrat qu'elle ait jamais signé avec son fils. Le 28 décembre 2025, Brigitte Bardot meurt à Saint-Tropez, à 91 ans. Dans les hommages du monde entier, un détail est passé presque inaperçu. Le fils était là. La guerre s'était éteinte avant elle. Bardot avait écrit ses blessures de son vivant, et son fils avait répondu par un procès. Chez les Depardieu, c'est le fils qui a pris la plume, et personne n'a rien pu interdire. 7 octobre 2008, hôpital de Boulogne. Guillaume Depardieu meurt d'une pneumonie foudroyante. Il a 37 ans. Avec lui s'éteint l'une des guerres les plus publiques qu'un fils ait jamais menées contre son père. Guillaume est né dans la couronne. Son père est le plus grand acteur français de sa génération, sa mère la plus discrète. Enfant du cinéma, il devient acteur, et bon acteur. César du meilleur espoir en 96 pour Les Apprentis. Gérard, lui, venait de Châteauroux. 3e de 6 enfants d'un chaudronnier qui ne savait pas lire, parti à 16 ans sur les routes. Le fils d'ouvrier était devenu Cyrano. César, nomination aux Oscars, le monde entier. Guillaume était l'aîné de 4 enfants, le premier-né d'un géant. Père et fils jouent même ensemble dans Tous les matins du monde. À l'écran, la lignée est parfaite. Et dans ce film, justement, ils incarnent déjà un père et un fils que tout sépare. Sainte-Colombe et son héritier, l'ombre et la lignée. La réalité finira par ressembler au rôle. Hors champ, elle explose. Dans des interviews, puis dans un livre au titre Sans détour, Tout donné, paru en 2004, Guillaume dit publiquement ce que les enfants de Monument disent rarement. Un père immense sur scène, absent à la maison, une enfance passée dans l'ombre d'un géant qui aimait la France entière sauf, semblait-il, à regarder ses propres enfants. Le père répond peu. Les magazines comptent les rounds. Pourtant, ceux qui les ont vus ensemble racontent autre chose. Des fous rires, une tendresse de cow-boy, 2 hommes incapables de se parler autrement que par provocation publique. La vie de Guillaume, elle, est une course contre les accidents. La moto en 95, la jambe broyée, 17 opérations et en 2003, l'amputation. Il revient au cinéma avec une jambe artificielle. Il joue, il chante, il provoque, il travaille. Il laisse une petite fille, Louise,
qui grandira sans son père, avec les films et les unes des magazines pour seule conversation. Le mariage de ses parents avait explosé au milieu des années 90. Lui avait 25 ans et déjà ses propres démons étalés dans les faits divers. Le livre est resté. On le trouve encore en bibliothèque, avec sa blessure en première page. Et puis une pneumonie, en quelques jours, fait ce que 17 opérations n'avaient pas réussi. Aux obsèques, le père est là, détruit. Les phrases terribles des interviews n'ont plus d'auteur et plus de destinataire. La guerre était de l'encre et du papier. Ce qui restait, ce jour-là, n'avait plus rien à voir avec elle. Cette histoire n'a pas eu de vainqueur. Elle a eu une fin et personne ne l'a choisie. Un père survit à son fils, c'est la seule phrase de ce dossier qui ne soit pas contestable. Des années plus tard, le père en parlera rarement dans les interviews et chaque fois la voix changeait. Il y a des mots que même le plus grand acteur de France n'a jamais réussi à jouer. Le fils de Pardieu a publié sa vérité de son vivant au prix d'une rupture jamais réparée. Barbara, elle, a confié la sienne à un manuscrit qui n'est sorti qu'1 an après sa mort, et ce qu'on y lit a changé pour toujours la façon de l'écouter. Novembre 1997. La France enterre Barbara au cimetière de Bagneux dans une ferveur immense. 1 an plus tard, paraît un livre qu'elle n'a pas eu le temps de finir. Il était un piano noir. Et là, entre les souvenirs de cabaret, ses lecteurs découvrent ce qu'elle n'avait jamais dit en 67 ans de vie. Dans son enfance, son propre père lui avait fait subir l'irréparable. C'est son récit, écrit de sa main, publié après sa mort. Ses mots à elle, pas une enquête, pas une rumeur. Monique Cerf naît à Paris en 30. La guerre fait d'elle une enfant juive cachée, les fuites, les caves, les fausses identités. En 50, le père abandonne la famille. Cette famille, c'était des juifs parisiens cachés sous de faux noms dans la campagne de l'occupation. C'est là, dans ces années de cache-cache, que se situe le secret du livre, et que prendra racine, plus tard, Göttingen, la chanson de la réconciliation chantée par une enfant cachée de la guerre. Reste la Seine, les cabarets de la rive gauche, l'Écluse, l'Aigle Noir, les années de galère avant les triomphes. Prévert et Gainsbourg écrivent pour elle. Et quand le père meurt, c'est elle qui prend la plume. Nantes, la chanson de la fille qui pleure l'homme qu'elle n'a jamais réussi à haïr. La blessure et le pardon, chantés par la même voix. C'est la contradiction la plus documentée de sa vie. Et il se produit entre elle et son public quelque chose que personne n'a jamais réussi à copier. Des concerts qui duraient des heures, des salles debout qui refusaient de la laisser partir. Les témoins de ces soirées jurent qu'on ne sortait pas d'un concert de Barbara avant 2 heures du matin et qu'elle restait ensuite debout à écouter chacun. La Légion d'honneur lui est remise en 88. Elle, la fille des caves, décorée par la République pour ses chansons. Et au Châtelet, au début des années 90, elle donne ses derniers grands cycles de concerts, la salle debout encore. Elle n'a jamais eu d'enfant. Sa famille, disait-elle en regardant la salle, c'était eux. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Le titre est le sien, et il dit tout. Dis quand reviendras-tu? Une petite cantate, l'Aigle Noir. Chaque chanson était une confession déguisée, et le public le sentait. Le secret du livre éclaire d'un coup toute l'œuvre. Cette voix de quelqu'un qui s'est reconstruite seul, cette méfiance envers les images de famille parfaites, cette tendresse immédiate pour les cabossés de la vie. Elle n'a pas publié pour accuser, le livre n'est pas un procès. C'est un constat, déposé entre les mains des seuls êtres dont elle était sûre, ses lecteurs, ses spectateurs. Certains secrets détruisent la famille qui les cache. Le sien, elle l'a transformé en chanson, et elle ne l'a livré que lorsque plus personne ne pouvait lui en demander compte. Même la mort ne l'a pas surprise sans disque à sortir. Barbara a choisi de parler après sa mort. L'acteur le plus aimé de France, lui, n'a jamais su qu'il était condamné. C'est sa famille qui a gardé le secret, par amour, et jusqu'au bout. 25 novembre 1959. Dans les cinémas de France, avant la séance, une annonce au micro. Gérard Philippe est mort, 36 ans.
Le public apprend la nouvelle en même temps qu'il apprend l'essentiel. Presque personne ne savait qu'il était malade. Il était pourtant au sommet. Fanfan la Tulipe, Le Rouge et le Noir, Les Grandes Manœuvres, Montparnasse 19, une décennie sans faute. Au théâtre, avec Jean Vilar et le TNP, il jouait Corneille et Shakespeare devant des foules qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle. Il voulait que le théâtre coûte le prix d'une place de cinéma. C'était sa révolution, et Avignon la vit encore. Beau, juste, moderne, le comédien de toute la République, aimé autant par les ouvriers que par les intellectuels. Aucun cinéaste français n'a jamais retrouvé ce consensus-là. Né à Cannes, repéré au conservatoire, révélé à 25 ans par Le Diable au corps, Scandale et triomphe, il était aussi le Caligula de Jean Vilar. Hollywood lui tendait des ponts d'or. Il répondait qu'il avait un théâtre à remplir à Avignon. Début novembre 59, il est hospitalisé quelques jours. Les médecins découvrent un cancer du foie, inscrit dans un pronostic sans appel. Sa femme, Anne-Philippe, prend alors une décision qu'elle assumera dans ses livres jusqu'à la fin de sa vie. Cacher la vérité. À lui, aux enfants, au public. On ne dit pas à Gérard Philippe qu'il est condamné. On le laisse rentrer chez lui comme un homme qui va guérir. Il venait de tourner sous Buñuel, La fièvre monte à El Pao. Sur ce tournage, déjà, une fatigue que personne ne voulait lire. Il meurt au petit matin, quelques jours plus tard, sans avoir su. Avait-elle le droit de décider à sa place? La réponse de l'époque fut oui, presque partout. On épargnait les malades, on épargnait les familles, et la médecine elle-même fonctionnait ainsi. La réponse d'aujourd'hui est moins tranquille. Mais les faits sont là. L'acteur le plus clair de France est mort dans le noir, entouré d'un amour qui avait choisi le silence à sa place. Il reste 2 enfants, une veuve qui écrira sur lui toute sa vie, et une tombe à Ramatuelle qui ne se vide jamais de fleurs. Ses obsèques avaient rassemblé une foule immense, et l'annonce de sa mort au micro des cinémas a marqué des générations. Des témoins jurent encore qu'ils se souviennent de la salle où ils l'ont apprise. La radio, elle aussi, lui doit beaucoup. Sa lecture du Père Goriot reste un sommet de la parole enregistrée, réécoutée par des générations de lycéens. La seule famille de ce film qui n'a ni trahi, ni jugé, ni fait de procès. Elle a seulement tué, et ce silence-là a duré 66 ans sans que personne ose le condamner. La femme de Philippe a caché la mort à un homme. Autour de Dalida, la mort n'a rien caché du tout. Elle frappait les hommes que la chanteuse aimait, un par un, devant la France entière. 27 janvier 1967, Hôtel Savoia, San Remo. Luigi Tenco, 28 ans, apprend que sa chanson est éliminée du festival. On le retrouve dans sa chambre avec une balle dans la tête. C'est Dalida, sa compagne, qui le trouve. Yolanda Gigliotti, née au Caire, élue Miss Égypte en 1954, débarque à Paris sans un sou. Quelques années plus tard, Bambino tourne dans tous les postes. L'immigré est devenu la plus grande vedette de France. Le disque reste des semaines en tête des ventes. Premier vrai triomphe et première preuve qu'une immigrée d'Égypte pouvait faire pleurer la France. L'Égypte l'avait couronné, Paris l'a sacré. 30 ans de carrière, des dizaines de millions de disques, des tubes en plusieurs langues et une enfance passée derrière les lunettes et les opérations des yeux qu'elle n'a jamais oubliées. L'homme qui l'a lancé, Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe 1, devient son mari. Le mariage casse. Lui ne se remet jamais de l'avoir perdu. En septembre 70, il se donne la mort. Elle, quelques semaines après Tenco, avait déjà tenté de mourir. Puis il y a Mike Brandt, le jeune Israélien qu'elle aide à percer en France. En avril 75, il saute du 5e étage. Puis Richard Chanfray, le comte de Saint-Germain, son compagnon pendant 9 ans. Le 20 juillet 83, il s'enlève la vie à son tour. On parla de malédiction. La presse italienne parlait, elle, de la malédiction de San Remo. Le festival n'a jamais tout à fait refermé cette chambre-là, et chaque année, on y revient. Les documents racontent autre chose. Une femme collectionnait les deuils, et chaque deuil lui renvoyait l'image du premier, celui de la chambre de San Remo qu'elle n'a jamais réussi à quitter.
Entre-temps, elle régnait. Gigi l'amoroso. Il venait d'avoir 18 ans, puis la reconquête disco avec Monday Tuesday, et l'Olympia pleine à craquer. Celle que tout le monde fredonne, il venait d'avoir 18 ans, est née d'une histoire vraie. Un jeune amant, une grossesse interrompue, et l'impossibilité ensuite d'avoir des enfants. Elle chantait sa vie. La salle applaudissait une ritournelle. Le sourire était le même sur toutes les photos. Les absents s'accumulaient autour du cadre. 3 mai 1987, rue d'Orchamps, Montmartre. Dalida absorbe des somnifères. On trouve un mot d'adieu dont la presse publiera l'essentiel. La vie lui était devenue insupportable et elle demandait pardon. Elle avait 54 ans. Ses obsèques à Montmartre rassemblent une foule immense. Son frère Orlando, Bruno Gigliotti de son vrai nom, avait produit ces dernières décennies. Après sa mort, il a fait de sa mémoire une œuvre à part entière. Son frère Orlando devient le gardien de son œuvre. Paris lui donne une place et une statue. Le monde l'appelait maudite. Regardée de près, ce n'était pas une malédiction. C'était le compte à rebours d'une femme que chaque disparition rapprochait de la sienne. Dalida a perdu les hommes qu'elle aimait pendant 20 ans. La famille Trintignant, elle, a tout perdu en une seule nuit dans une chambre d'hôtel de Vilnius. 26 juillet 2003, Vilnius, Lituanie. Dans une chambre d'hôtel, un couple se dispute dans la nuit. Lui, c'est Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir. Elle, c'est Marie Trintignant, 41 ans, 4 fils, et une mère qui tourne avec elle le même téléfilm. Fille de Jean-Louis Trintignant et de Nadine, elle avait grandi sur les plateaux. 5 nominations au César, des dizaines de films, dont ceux de sa mère, et ce métier qu'elle faisait comme on respire. La dispute porte sur un message envoyé par le mari dont Marie se sépare. Les coups partent. Une vingtaine de traces de coups seront relevées par les médecins. Le groupe Noir Désir, alors au sommet du rock français, ne survivra pas à cette nuit. Il se dissoudra quelques années plus tard, sans jamais sortir de cette ombre. Il la porte sur le lit sans appeler les secours. Ce sont les heures perdues qui tueront. Le coma. Le rapatriement. Sa mère, Nadine Trintignant, prononce la phrase qui restera « Si elle doit mourir, je veux qu'elle meure en France ». 1er août, Marie meurt à l'hôpital Hartmann de Neuilly. Mars 2004, le procès à Vilnius dure 3 jours. 8 ans de prison pour meurtre à intention indirecte. Il en fera 4. Quand il remonte sur scène, la France se déchire. Peut-on écouter tranquillement les chansons d'un homme qui a tué sa compagne ? La question revient à chaque concert, à chaque disque, à chaque anniversaire. Elle n'est toujours pas close. Ces concerts annoncés en 2018 ont été annulés les uns après les autres sous la pression des manifestantes. Il a continué d'enregistrer et le débat a continué de tourner sans lui répondre. Et pendant ce temps, la mère faisait autre chose. Nadine Trintignant a écrit des livres, donné des interviews, marché avec les associations. Le visage de Marie est devenu celui de toutes les femmes tuées par un conjoint. Son prénom est lu dans les manifestations, 20 ans après. Le père, Jean-Louis Trintignant, s'est tu longtemps. Il avait déjà connu ça. Leur première fille, Pauline, était morte à 9 mois dans son berceau. Personne n'oublie ça. On enterre et on retourne au travail parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Lui, qui avait déjà perdu une fille bébé des années plus tôt, perdait la seconde à 41 ans. Quand il a parlé, c'était sobre, court, sans colère publique. Un homme qui connaissait déjà le prix du silence. Le procès a duré 3 jours. Le combat de la famille dure depuis plus de 20 ans et c'est ce combat-là qui a changé la façon dont la France parle des femmes battues. Marie n'est pas devenue un symbole par choix. Le téléfilm qu'elle tournait à Vilnius sera achevé et diffusé, dédié à sa mémoire. Sa mère a publié « Marie, ma fille ». Et Jean-Louis Trintignant est mort en 2022, à 41 ans. Il a rejoint ses 2 filles. 20 ans après, la presse a retrouvé les 4 fils de Marie. Tous ont grandi, tous portent quelque chose d'elle, et tous demandent la même chose, qu'on n'oublie pas leur mère. Sa mère en a décidé ainsi, pour que la chambre de Vilnius serve à d'autres. Les Trintignant ont fait de leur douleur un combat public. Jean-Paul Belmondo a choisi l'inverse.
Il a appris la mort de sa fille et n'a presque rien dit, et toute la France a entendu ce silence. 24 mai 1994, Paris. Dans la nuit, le feu prend dans l'appartement de Florence Belmondo, 33 ans, la fille aînée de Jean-Paul. Selon les récits de l'époque, on attend la fin de la représentation pour annoncer la nouvelle à son père, qui était sur scène ce soir-là. L'homme qui faisait toutes ces cascades lui-même n'a rien pu faire. Il n'y avait ni plateau, ni doublure, ni deuxième prise. Il venait lui-même d'une famille d'artistes. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur reconnu, et l'enfant avait grandi entre l'atelier et les rings de boxe amateurs. À bout de souffle, 60, Godard. Le beau gosse au visage cassé devient en un film la figure d'une époque. Pierrot le fou, le magnifique, l'as des as, le professionnel. En 74, il produit lui-même Stavisky. Personne ne lui donnait rien, il se donnait tout. Le cascadeur de France, l'homme qui se pendait aux hélicoptères et sautait de toit en toit sans filet, parce que la peur, expliquait-il, n'est qu'une habitude. Florence, elle, travaillait loin des plateaux. Il l'adorait, et tout le monde dans le milieu le savait. Après cette nuit de mai, il parle peu. Ses proches diront qu'une partie de lui s'est éteinte dans cet incendie. Il reste debout, la scène, le cinéma, le public. En 2001, l'accident vasculaire le frappe en plein tournage. Il revient, encore, avec le courage que tout le pays lui connaît, il joue sur une jambe et demie et une voix reconstruite. Il tourne encore Un homme et son chien en 2009. Et quand l'Académie lui propose un César pour Itinéraire d'un enfant gâté, il refuse publiquement la statuette. Elle ne lui avait jamais rien donné, il ne lui devait rien. La France le lui rendra au centuple. Hommage national aux Invalides à sa mort, le 6 septembre 2021, avec la cour d'honneur pleine et un président au micro. La suite s'est faite sans scandale, pas de guerre Belmondo. Juste un nom immense à porter, et le musée de son père, à Boulogne-Billancourt, où les deux hommes sont réunis dans la pierre. Certains héros meurent de leur cascade. Belmondo est mort de tout, sauf de ça. Et la blessure qu'il n'a jamais montrée ne venait pas d'un plateau. Belmondo a perdu sa fille en une nuit et s'est tu. France Gall a perdu les siens en due date, à 5 ans d'intervalle, et un jour, elle a fini par chanter pour eux. 2 août 1992, Ramatuelle. Après un match de tennis entre amis, Michel Berger s'effondre, crise cardiaque. Il a 44 ans. Pour France Gall, sa femme, sa muse et sa moitié musicale depuis presque 20 ans, le monde s'arrête ce jour-là. Mais le calendrier de cette famille n'avait pas terminé son travail. Poupée de cire, poupée de son. En 65, à 17 ans, elle gagne l'Eurovision avec une chanson de Gainsbourg. Gainsbourg lui écrira aussi Les Sucettes. Elle les chantait avec l'innocence de ses 18 ans, et quand le double sens a éclaté dans la presse, elle a dit s'être sentie trahie. Premier secret de famille artistique, on l'avait laissé chanter ce que seuls les adultes comprenaient. Puis la rencontre qui change tout. Elle entend « Attends-moi » à la radio, s'arrête en pleine rue et décide de trouver l'homme qui a écrit ça. Mariage en 76, Starmania. 2 enfants, Pauline, née en 78, les médecins diagnostiquent la mucoviscidose, et Raphaël en 81. La maladie de Pauline rythme tout, les tournées raccourcies, les priorités déplacées, la discrétion absolue. Quand Berger meurt, France continue pour les enfants. 15 décembre 97, Pauline meurt à 19 ans. Cette fois, France Gall arrête tout, la scène, la télévision, Paris. Elle part vivre au Sénégal, près de ses projets humanitaires, et pendant des années, la France n'entend plus sa voix. Elle ne donnait plus d'interviews. Sa voix publique s'était tue avec Pauline. Babacar, en 87, regardait déjà vers l'Afrique. Le Sénégal n'était pas une fuite, c'était une suite. Le retour viendra par la musique de l'absent. En 2012, elle présente Résiste, la comédie musicale bâtie sur les chansons de Michel Berger. Succès, tournée, un hommage debout pendant des mois. Avant cela, il y avait eu Ella, en 87,
écrite par Berger en hommage à Ella Fitzgerald. Le monde entier la fredonne encore. Elle meurt le 7 janvier 2018. Leur fils Raphaël, lui, est resté dans la musique. La lignée continue par lui. Pauline repose auprès de son père au cimetière Montmartre. La petite famille est réunie là où tant de leurs chansons sont nées. Et au Sénégal, les écoles qu'elle finançait en silence continuent d'ouvrir leurs portes. Elle a survécu à presque toute sa petite famille. Et c'est le fils qui rallume la lumière sur les chansons du père. France Gall a mis 20 ans à revenir chanter pour les absents. Jane Birkin a mis sa fille dans une chanson qui pose encore une question à laquelle personne n'a jamais répondu. 11 décembre 2013, Paris. Au pied d'un immeuble du 16e arrondissement, on découvre Kate Barry, 46 ans, photographe reconnue. Elle a chuté de la fenêtre de son appartement, au 4e étage. L'appartement était fermé de l'intérieur. Des antidépresseurs ont été retrouvés chez elle. Accident ou geste volontaire? L'enquête n'a jamais tranché publiquement. Et sa sœur, Charlotte Gainsbourg, a toujours défendu l'accident. La question reste ouverte, et la famille a choisi de vivre avec. Kate avait passé sa vie à photographier les autres. Ce sont ses tirages qui parlent d'elle maintenant. Londres a fait d'elle une icône de la mode. Paris en a fait une artiste. Ses 3 filles en ont fait un clan. C'est ce clan-là que la mort de Kate a fendu en deux. Jane Birkin, c'est d'abord l'anglaise de Blow Up, 66, le swinging London incarné. Puis Paris, Serge Gainsbourg, et Je t'aime moi non plus, la chanson interdite qui fit le tour du monde en 69. Puis les films, les disques, les filles. Kate est la fille de John Barry, le compositeur des James Bond. Charlotte et Lou viendront ensuite. Jane avait 18 ans quand elle a épousé John Barry. Kate est née 1 an plus tard. Quand elle quitte Londres pour Paris et Gainsbourg, rencontrés sur le tournage de Slogan, l'Angleterre la traite en scandaleuse. La France l'adopte sur le champ. 3 filles, 3 artistes, une tribu que la France a adoptée comme si elle était née rue de Verneuil. Un sac porte son nom depuis 84, né d'une conversation dans un avion avec le patron d'Hermès. Elle continuait de porter le sien cabossé, couvert de badges, comme un vieux cartable. Après la mort de Kate, Jane Birkin s'est tue longtemps. Puis en 2021, paraît l'album « Oh, pardon, tu dormais » et dans la chanson « Cigarettes », elle chante sa fille, la fenêtre, la fumée qu'on chasse en ouvrant. Et la question qui ne lâche jamais une mère. On n'a pas souvent entendu un deuil aussi cru dans une chanson française. Le fils de Kate, Roman de Kermadec, a choisi un autre chemin pour répondre. En 2023, il publie My Own Space, un livre sur le travail photographique de sa mère. Pas de procès, pas d'émission télé, un livre d'images. Jane Birkin meurt le 16 juillet 2023, à 76 ans, 2 mois avant la sortie du livre. Hommage national, rue de Verneuil, couverte de fleurs. Charlotte lui avait consacré un film, Jane par Charlotte, 2 ans plus tôt. La fille faisait le portrait de la mère avant que la vie ne s'en charge. Ici, pas de tribunal, pas de testament. La blessure est une question sans réponse, et la famille a choisi la version qui laisse vivre les vivants. Les Birkin ont fermé la porte aux enquêtes. Les Hallyday, eux, ont fait exactement l'inverse. Ils ont ouvert les portes de tous les tribunaux, pendant 2 ans et demi. 11 février 2018, du mois après la mort de Johnny Hallyday. Sa fille, Laura Smet, publie une lettre ouverte adressée à son père disparu. Elle vient d'apprendre que son testament, signé en Californie, laisse tout à sa dernière épouse, Laetitia. Ni elle, ni son demi-frère David n'ont droit à quoi que ce soit. Et il y a la phrase qui transperce la France entière. Pas une guitare, pas une moto, pas même la pochette dédicacée de l'album qui portait son prénom. Jean-Philippe Smet naît en 1943. Le père, belge, part très tôt. L'enfant est élevé par les tantes de ville en ville sans maison stable. Le futur pilier des familles françaises du samedi soir a lui-même grandi sans famille stable. Salut les copains 60, le yéyé devient une religion. En 1998, il remplit le Stade de France, premier rocker français à le faire. En 2000, 600 000 personnes au Champ de Mars.
Personne n'a jamais rassemblé autant de monde en France. Et puis 60 ans de scène sans jamais descendre du ring. 5 mariages. Le public a connu chaque femme par son prénom, comme dans une série nationale. Sylvie, la première idole, Adeline, épousée 2 fois, et Laetitia, 22 ans à ses côtés jusqu'au bout. Car il y avait déjà eu un avant. En 66, au bord de la rupture avec Sylvie, il avait frôlé la fin. Les biographies le documentent et les caméras ont documenté le retour. David avec Sylvie Vartan, Laura avec Nathalie Baye, et 2 filles adoptées au Vietnam avec Laetitia, Jade et Joy, les 2 petites dernières, celle de la fin et celle du testament. Le testament de 2014 obéit à la loi californienne où l'on peut déshériter ses enfants. En France, c'est impossible. La réserve héréditaire protège les enfants depuis le Code civil de Napoléon. Toute la bataille tiendra donc dans une question technique devenue feuilleton national. De quel pays relevait le rocker le jour de sa mort? En avril 2018, le tribunal de Nanterre gèle les biens français, les maisons, les voitures, les droits sur les 1160 chansons. Puis la justice tranche la question de la résidence et pour la trancher, elle ouvre un dossier inédit. Les publications Instagram du chanteur, géolocalisées, qui racontaient une vie largement française. Un testament relu par des avocats, une adresse retrouvée par des réseaux sociaux, la loi du 19e siècle venait de rencontrer le 21e. Juillet 2020, l'accord. Chacun abandonne les poursuites, les détails restent confidentiels. L'album posthume « Mon pays c'est l'amour », sorti en octobre 2018, s'est vendu comme aucun disque français avant lui. La France achetait le disque pendant que les avocats comptaient les maisons. 2 ans et demi de guerre, une fortune estimée par la presse à des dizaines de millions d'euros et une famille photographiée enfin réunie, sur la tombe, à Saint-Barthélemy. L'enfant presque sans père était devenu un père qui signait l'exclusion des siens. Pourtant, les témoins racontent qu'il adorait Laura et David. Les dîners, les scènes partagées, les chansons écrites ensemble. C'est ça, un testament de Californie. Il signe en quelques lignes ce qu'une vie entière semblait démentir. Et c'est la loi de son pays, pas la sienne, qui a eu le dernier mot. Sur les Champs-Élysées, l'hommage national avait réuni la France entière. Le testament, lui, avait divisé la famille. Les 2 images sont vraies, et c'est peut-être ça, une star. Appartenir à tout le monde, sauf, parfois, aux siens. 12 maisons, 12 secrets, 12 prix différents payés derrière la porte fermée. La gloire protégeait du public. Elle n'a jamais protégé de la famille, celle qui vous trahit, celle qui vous juge, celle qui vous cache la vérité par amour ou celle qui se déchire quand vous n'êtes plus là. Quelle de ces 12 histoires vous a le plus touché? Écrivez-le dans les commentaires.